Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce 8e webinaire IALR qui va donc concerner une région anatomique qu'on n'a pas du tout abordée, mais qui concerne énormément de patients avec une chirurgie qui concerne aussi beaucoup de patients et pour la réhabilitation et de la chirurgie ambulatoire avec aussi du fast tracking. On va parler de la chirurgie du pied et surtout de manière importante, l'anesthésie locale des blocs du pied et de la cheville. Une fois n'est pas coutume, je dois remercier un partenaire très important qui a travaillé avec nous pour créer ce 8e webinaire, qui est donc Sonosite. Et donc, je le remercie bien vivement à nouveau pour nous avoir aidé à monter ce projet avec InVivox. Ce soir, vous allez avoir deux orateurs qui vont se succéder pour aborder les blocs du pied et de la cheville avec une thématique. Ils travaillent ensemble, ils travaillent tous les deux au Medipôle à Toulouse. Donc, ils ont une expertise dans ce domaine depuis longtemps, à la fois dans la pratique, mais aussi même dans la publication. Ce sont des gens qui sont donc qui vont être parfaitement accessibles aussi à vos questions-réponses que vous n'hésitez surtout pas à les envoyer dans la box qui est présente en dessous. Je les recueille et à la fin des deux topos qui vont s'enchaîner l'un après l'autre, nous aurons le temps d'aborder ces questions avec les deux orateurs. Donc nous avons Olivier Rontès qui va commencer en premier et Vincent Attard qui lui succédera. Donc on va se retrouver après une petite demi-heure 35 minutes maximum pour les questions. Donc, je vous sollicite à nouveau, n'hésitez pas pour les questions. Il n'y aura pas de triage, on fera un maximum de choses. Donc, je laisse la parole à Olivier Rontès pour la première partie de ce topo sur les blocs pour la chirurgie du pied. Merci Olivier, à toi. Bonsoir Christophe, merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vais partager mon écran pour que vous voyez ma présentation. Voilà, donc ce webinaire, on l'a un petit peu réfléchi pour ne pas être qu'un webinaire technique, mais savoir aussi positionner le type d'anesthésie par rapport au type de chirurgie. On va voir que la chirurgie du pied est une chirurgie assez multiple finalement et que plusieurs techniques d'anesthésie peuvent être utilisées. Alors, excusez-moi, hop. Alors, sur la flèche en bas à droite, et ensuite, vous pourrez le faire avec votre clavier. Ouais, là, juste en dessous. Voilà, très bien. Voilà. Donc, quelle technique d'anesthésie, finalement, doit-on choisir? Alors, pour répondre à la question, en fait, pour répondre à la question quelle technique d'anesthésie choisir, on doit évoquer plusieurs paramètres. Le premier paramètre à évoquer, c'est quel est le type de chirurgie que l'on va prendre en charge. Et ça, c'est très important parce que vous verrez que c'est une chirurgie qui est multiple, la chirurgie du pied, et elle ne se limite pas à la chirurgie de l'adductus valgus. La deuxième question que l'on doit se poser, c'est finalement la position du garrot pneumatique. Les chirurgiens du pied utilisent encore assez largement les garrots pneumatiques et la position du garrot pneumatique peut être aussi un critère de choix de la technique d'anesthésie. Et enfin, il va falloir se poser également la question de l'organisation des soins. Comment je prends en charge mes patients? C'est généralement de la chirurgie ambulatoire. Qu'est-ce que je mets en place à domicile pour le suivi post-opératoire, pour l'analgésie de longue durée? Et une fois qu'on a répondu à ces trois questions, on peut effectivement déterminer quelle est la technique la plus appropriée pour l'anesthésie. Alors, la chirurgie du pied, je vous le disais, c'est une chirurgie qui est multiple et elle peut toucher finalement plusieurs zones. On a la chirurgie la plus classique, c'est la chirurgie de l'avant-pied qui touche l'articulation métatarso-phalangienne de tous les rayons d'ailleurs, mais souvent du premier rayon, qui peut toucher l'os, mais également les structures anatomiques comme les tendons, les muscles ou les nerfs même. Voilà, donc ça c'est la chirurgie la principale en volume, si vous voulez, mais ça n'est pas la seule. Vous avez de la chirurgie qui peut toucher également le médio-pied, voire l'arrière-pied. Et ça, en fait, ça a des conséquences parce que
La chirurgie de l'avant-pied, elle peut être très simple, comme je vous le montre ici, avec une chirurgie de l'hallux valgus. Bon, l'hallux valgus, je vous rappelle, c'est une déviation du premier métatarsien avec une luxation de l'articulation métatarso-phalangienne. Et cette chirurgie, finalement assez limitée, va être mini-invasive avec une ostéotomie du métatarsien et une ostéosynthèse assez simple. Mais dans des déviations plus prononcées, on voit que cette chirurgie que l'on dit entre guillemets chirurgie de l'hallux valgus peut être beaucoup plus invasive avec des luxations très prononcées, des déviations très prononcées du premier métatarsien qui fait que le chirurgien va devoir venir intervenir au niveau du médio-pied en réalisant des ostéosynthèses entre le premier métatarsien et le cunéiforme. Et puis, il y a tout ce que l'on peut voir d'historique avec des ostéotomies multifocales de tous les rayons, avec des pieds plats qui vont entraîner des ostéotomies de l'arrière-pied, donc du calcanéum. Donc, vous voyez que c'est une chirurgie qui est très variée, même si l'immense majorité des patients, ça sera de l'hallux valgus, on est obligé de se poser la question, que va faire le chirurgien pour pouvoir choisir la technique d'anesthésie. Et ce, d'autant que ça a des conséquences. La chirurgie très distale de l'avant-pied va permettre en fait une reprise de la marche immédiate sur le plan chirurgical. Et ça, c'est très important dans le choix de la technique d'anesthésie, avec des techniques d'anesthésie qui vont prévenir, préserver plus exactement la motricité. Le patient va pouvoir repartir en marche. Toute la chirurgie qui touche le médio-pied ou l'arrière-pied, la reprise de la marche n'est pas autorisée sur le plan chirurgical. Et donc là, effectivement, la préservation de la motricité pourra être discutée, bien qu'elle soit intéressante de mon point de vue, mais en tout cas, elle pourra être discutée. Alors, la position du garrot pneumatique, comme je vous le disais, dans la chirurgie du pied, les chirurgiens utilisent encore assez largement les garrots pneumatiques. On peut en avoir au niveau de la cheville, qui va ouvrir la porte aux anesthésies distales, comme les blocs à la cheville que va vous présenter Vincent tout à l'heure. Mais vous avez encore un certain nombre de chirurgiens qui veulent utiliser des garrots au niveau du mollet, ou même bien des garrots au niveau de la cuisse, hein, qui vont entraîner des choix d'anesthésie différents avec des blocs plus proximaux. Alors, pourquoi il faut imaginer également l'organisation des soins pour pouvoir choisir la technique la plus adaptée? Parce que la chirurgie du pied reste une chirurgie douloureuse. Et donc, il va falloir gérer en post-opératoire la douleur post-opératoire de ces patients. Alors, j'ai pris une publication assez récente de 2020 dans laquelle les auteurs avaient comparé, en fait, avaient pris deux groupes de patients et comparé des patients pour de la chirurgie de l'avant-pied, des patients faits sous anesthésie générale et puis une anesthésie générale associée à une anesthésie loco-régionale. Et quand on extrait le groupe anesthésie générale, on s'aperçoit que c'est effectivement une chirurgie douloureuse puisque l'EVS en fait est élevé. Le recours au morphinique en fait est très rapide. Un peu plus d'une heure après la fin de la chirurgie, le patient réclame déjà ses morphiniques. Le recours au palier 2 est systématique et le recours au morphinique représente près d'un tiers des patients. Donc, on voit que c'est une chirurgie douloureuse et que donc il va falloir organiser les soins en post-opératoire. D'où l'intérêt majeur de l'anesthésie loco-régionale, quelle qu'elle soit, on le verra tout à l'heure, puisque quand on compare ces deux groupes, donc le groupe anesthésie générale et le groupe anesthésie générale plus bloc à la cheville dans cette publication, on s'aperçoit qu'on a une diminution significative de l'EVS et également des consommations morphiniques. Et ça, c'est d'autant plus remarquable que finalement, l'analgésie du pied est relativement simple. Vincent va s'attacher à vous le montrer, parce qu'elle dépend en fait quasi exclusivement du nerf sciatique, à l'exclusion de cette zone verte, là, cutanée et puis osseuse également de la malléole qui dépend du nerf saphène. Tout le reste dépend du nerf sciatique et de ses branches terminales. Donc, en fait, c'est une chirurgie, c'est une analgésie qui est relativement simple à mettre en place.
Le problème, c'est qu'actuellement, nous n'avons pas d'anesthésiques locaux de longue durée d'action qui ont une durée d'action suffisamment longue en fait, pour permettre une analgésie de qualité suffisante, puisqu'on a des anesthésiques locaux qui ont une durée de vie d'à peu près, d'une durée d'action d'à peu près 12 heures. Donc, il va falloir se demander comment on prolonge la durée de l'analgésie. Et donc là, vous savez qu'il y a deux écoles, hein. Il y a l'école du cathéter et puis l'école des adjuvants. Alors le cathéter, c'est une technique qui est éprouvée, qui va permettre de faire une analgésie de qualité, de longue, voire de très longue durée d'action, plusieurs jours, voilà, au prix quand même de difficultés techniques, d'échecs secondaires liés à des malpositions ou des cathéters qui bougent, mais qui va permettre d'avoir des analgésies de très longue durée d'action. Et puis, il y a les adjuvants aux anesthésiques locaux. Alors, on ne va pas tourner autour du pot, il y en a un seul qui a vraiment montré un intérêt clinique, c'est la dexaméthasone, qui est un corticoïde et qui va permettre d'augmenter significativement la durée d'action des anesthésiques locaux. Alors, le cathéter, c'est bien, mais là, j'ai pris le fascicule qui a été fait par un copain à la clinique Jules Verne à Nantes, Sébastien Campard, qui utilise les cathéters à la maison, à domicile. Donc, toute la chirurgie du pied repart avec un cathéter poplité à la maison. Et vous voyez qu'il a dû mettre en place une structure assez complète avec de l'hospitalisation à domicile. Donc, un cathéter périnerveux à la maison, c'est tout à fait possible. Ça nécessite une organisation quand même assez lourde, voilà, qui doit être mise en place. On ne peut pas décider du jour au lendemain de renvoyer à la maison un patient avec un cathéter poplité. Alors, la deuxième solution, c'est l'adjuvant, donc la dexaméthasone. Donc, on sait maintenant depuis de nombreuses années maintenant que la dexaméthasone permet d'augmenter la durée d'action d'un bloc. Ici, sur un bloc sciatique au creux poplité. En rouge, vous avez l'anesthésique locale simplex. Et puis ensuite, vous avez les différentes doses de dexaméthasone. Et on voit que la dexaméthasone, à la posologie de 10 mg intraveineux, va permettre d'augmenter la durée d'action du bloc sciatique et de la porter à un petit peu plus de 20 heures. Et on voit que même 50% des patients auront un bloc qui va durer une trentaine d'heures, donc une prolongation assez significative de la durée du bloc. Alors, très bien, ça prolonge entre 20 et 30 heures. Est-ce que c'est suffisant finalement pour cette chirurgie du pied ou est-ce qu'il faut revenir à la technique du cathéter périneural? Alors là, je vous présente une étude qu'on a fait dans notre structure il y a maintenant 4 ans, ça va vite. Alors, donc, c'est une étude sur laquelle on avait pris 100 patients, chirurgie du pied, et on avait comparé l'efficacité de la dexaméthasone périneurale versus intraveineux. Donc, peu importe, on va voir quels sont et il n'y avait pas de différence significative. Donc, on va voir que sur une série de 100 patients, quelle est l'analgésie qu'a procuré de la dexaméthasone. Je profite de ce webinaire-là pour vous dire que cette publication, donc dans l'équipe, on travaille en groupe, tout le monde participe à tout ça, et je voudrais juste vous faire un petit aparté. Dans les auteurs, il y a Martine Schubart, qui est une de nos associées, qui est partie à la retraite il y a 2 ans maintenant, et qui faisait partie des médecins très actifs, y compris jusqu'au jour de sa retraite, pour inclure des patients. Et elle est décédée très brutalement la semaine dernière, et donc je voulais juste avoir une pensée pour elle et pour sa famille. Alors, juste pour continuer sur le propos, donc quand on fait un bloc à la cheville et qu'on met de la dexaméthasone, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, on a des analgésies de très bon niveau, hein, puisqu'on a des EVS très basses. Et surtout, on a 30% des patients seulement qui vont consommer un palier 2 dans le protocole. Il n'y avait pas de recours au morphinique, simplement au palier 2 au tramadol. Donc, seuls 30% des patients vont avoir recours au tramadol et la posologie moyenne de tramadol qui était utilisée était de 1,5 comprimé, soit 75 mg.
Donc, vous voyez que pour la chirurgie du pied, globalement, en fait, on arrive avec les adjuvants quand même à obtenir une qualité de prise en charge relativement satisfaisante. Donc, au total, maintenant, selon le type de chirurgie que j'ai, la position du garrot pneumatique que le chirurgien va vouloir utiliser, et puis le fait que je choisis ou non un cathéter ou un adjuvant, je vais avoir le choix et je vais pouvoir choisir. Et la technique d'anesthésie que l'on va pouvoir choisir, ça va être soit une anesthésie loco-régionale distale, qui va permettre une reprise immédiate de la marche, comme vous le voyez sur le petit film, au prix comment dire, au prix d'un garrot au niveau de la cheville, exclusivement, et au prix de l'utilisation d'un adjuvant, parce que Vincent va vous l'expliquer, mais l'analgésie au niveau de la cheville se fait, les nerfs qui nervent l'os sont déjà divisés, donc on ne peut pas mettre deux cathéters, ça ne me paraît pas très jouable. Donc, soit une anesthésie loco-régionale distale, soit une anesthésie loco-régionale proximale, au creux poplité, ou bien plus haut, au niveau du sciatique à la fesse, qui va permettre là d'utiliser les garrots au niveau du mollet ou de la cuisse, et qui va permettre d'utiliser indépendamment soit un adjuvant, soit un cathéter périneural. Le prix à payer, ça va être le bloc moteur, et donc l'impossibilité pour le patient de marcher. Il faudra qu'il déambule avec des cannes sans appui. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on peut aussi, on est aussi en droit d'associer les techniques d'anesthésie loco-régionale. Si vous avez un chirurgien qui veut absolument mettre un garrot au niveau du mollet, on peut très bien associer un bloc poplité de courte durée d'action à un bloc analgésique au niveau de la cheville. Il n'est pas interdit de faire ce genre d'association. Finalement, quelle est la place de l'anesthésie générale et de la rachianesthésie? Alors, je vais être assez cash, peut-être qu'il y aura des réactions dans la salle, mais de mon point de vue, l'anesthésie générale et la rachianesthésie simplex, sans rien d'autre, n'ont pas vraiment la place dans la prise en charge de la chirurgie du pied en ambulatoire, parce que c'est une chirurgie douloureuse qui va nécessiter le recours au morphinique, et que ça n'est pas vraiment up-to-date de travailler comme ça. Par contre, on peut très bien, pour des raisons personnelles, pour des raisons d'organisation, pour des raisons de garrot, pour je ne sais quoi, utiliser l'anesthésie générale ou la rachianesthésie à de l'anesthésie loco-régionale pour réaliser une analgésie de longue durée d'action. Et là, au choix, ça pourra être une anesthésie distale ou une anesthésie proximale. Donc, juste pour conclure, la technique de choix, c'est l'anesthésie loco-régionale, hein, vous l'aurez compris, qu'elle soit proximale ou distale. C'est une analgésie qu'il va falloir prolonger d'une manière ou d'une autre. Et pour prolonger cette analgésie, il va falloir faire des choix, le cathéter périneural ou les adjuvants, ou les adjuvants d'ailleurs. Et pour ça, il va falloir s'organiser et organiser le retour du patient à domicile, éventuellement avec de l'HAD si on met des cathéters, ou de façon plus simple en utilisant les adjuvants. Voilà, je vous remercie. Alors, bonjour à tous, Vincent Attard. Moi, je vais enchaîner sur la suite. Alors, donnez-moi je vous prends une seconde pour vous remercier chaleureusement d'être aussi nombreux là. Et puis aussi, je remercie IALR, Indivox et Sonosite pour l'invitation. Je suis très heureux de venir parler de ce sujet ce soir avec vous. Et donc, je vais vous parler maintenant, moi, de la réalisation des blocs distaux du membre inférieur en pratique. Je crois que c'est bon, j'ai partagé mon écran. Je voulais commencer, avant d'attaquer l'anesthésie loco-régionale pure et dure, par 2 slides rapides sur l'organisation à mettre en place et le matériel qu'on utilise, parce que c'est un point qui, moi, m'avait manqué au début quand j'ai
quand j'ai commencé les blocs disto pour la chirurgie du pied. Et donc, pour l'organisation du parcours patient, pour cette chirurgie qui est très majoritairement une chirurgie ambulatoire, il faut idéalement qu'on puisse accueillir le patient dans une zone d'anesthésie dédiée pour la réalisation de la LR. Donc là, je vous ai mis en photo notre salle d'anesthésie loco-régionale à Medi-Paul-Garonne, où il faut, pour la chirurgie de l'avant-pied, on a besoin de recevoir le patient une trentaine de minutes avant l'entrée prévue en salle, pour avoir le temps de l'installer et de l'accueillir. La réalisation de ces blocs disto va nous prendre environ une dizaine de minutes et quasi immédiatement, disons 10 minutes après la fin de l'anesthésie, de la réalisation du bloc, le patient peut entrer directement en salle. C'est des choses qui sont évidemment tirées de notre expérience personnelle à Medipol, mais c'est aussi des choses qui ont été publiées dans la littérature. Je vous mets le lien en bas de cette étude qui est sortie en juin 2020 dans RAPM, qui reprend, qui tire des guidelines sur l'anesthésie pour la chirurgie de l'hallux valgus et qui dit ce que je viens de dire, qu'il faut accueillir le patient dans une salle de pré-anesthésie, qu'il faut faire des blocs disto pour la chirurgie de l'hallux valgus et que ça permet d'améliorer tout un tas de marqueurs comme la douleur en post-op, comme le temps de passage au bloc opératoire, le temps d'hospitalisation globale. Et donc, je vous invite à lire cet article si vous le souhaitez, qui tire des guidelines clairs. Concernant le matériel, on a un set d'anesthésie loco-régionale classique où on a un couvre-sonde, des compresses, des seringues et des cupules. Et on utilise pour la réalisation de ces blocs disto du pied une aiguille hyperéchogène de 5 cm. Et les anesthésiques locaux qu'on utilise, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup manqué au début parce que j'ai l'impression qu'on éludait un peu le sujet souvent. On utilise, dans l'immense majorité des cas pour la chirurgie de l'avant-pied, des anesthésiques locaux de longue durée d'action ultra dilués. En pratique, c'est soit de la lévobupie-vacaïne à 5 mg par ml qu'on dilue volume à volume dans du sérum Phi, donc ça fait de la lévobupie 0,25, ou de la ropi-vacaïne, 75 mg dans 10 ml, qu'on dilue volume à volume dans du sérum Phi, et on obtient de la ropi-vacaïne 0,375. Et ça permet d'avoir un bloc chirurgical avec un délai d'action rapide et une analgésie de longue durée, évidemment en association avec les adjuvants dont Olivier nous a parlé juste avant. Et évidemment, on a besoin de l'échographe. Nous, à la clinique, on utilise le Sonosite XP. Et là, pour les besoins pour les images, j'ai utilisé une sonde ultra haute fréquence 19 MHz pour avoir une meilleure définition sur les 2-3 premiers centimètres. Mais on peut très bien utiliser la sonde classique dont on dispose tous, qu'on voit sur la droite de l'image. Je commence par le nerf tibial, qui est, avec le nerf fibulaire profond, le nerf le plus important. Donc, le nerf tibial et le nerf fibulaire profond, ce sont les deux nerfs les plus importants pour l'analgésie du pied. D'accord ? Et tout simplement parce qu'ils sont responsables à eux deux de toute l'innervation osseuse. Le nerf tibial est responsable de l'innervation de la face plantaire de tous les os du pied. Et il est aussi responsable d'un territoire cutané à la face dorsale du pied, du talon et toute la face plantaire, et ce jusqu'à la pointe des orteils, les 3 premiers et la moitié du 4. L'image écho qu'on doit rechercher pour l'anesthésie du nerf tibial, c'est celle-ci, où on voit à droite de l'image le tibia, à gauche le tendon d'Achille, et qui chemine entre les deux. Là, on voit l'artère tibiale postérieure, et systématiquement, sous l'artère tibiale postérieure, on voit le nerf tibial qui chemine. La position de la sonde, c'est celle-ci. Donc, elle est à peu près à la jonction 2/3, 1/3 de la jambe.
à l'intérieur de la jambe et il faut qu'elle soit placée assez postérieure de façon à ne pas être gênée par le tibia au niveau du point de ponction de l'aiguille et qu'on puisse mobiliser l'aiguille facilement. Et donc là, vous voyez, on avance notre aiguille dans une direction antéro-postérieure et on injecte nos anesthésiques locaux autour du nerf tibial afin d'obtenir une diffusion satisfaisante tout autour du nerf et au plus proche du nerf. Et ça permet d'obtenir un bloc de qualité à tous les coups et un bloc qui sera chirurgical. Donc voilà, vous voyez, on voit bien les anesthésiques locaux tout autour du nerf tibial. Le second, c'est le nerf fibulaire profond, le second nerf le plus important, parce qu'il est responsable de l'innervation de la face dorsale des os du pied. Il est aussi responsable d'une petite partie d'innervation cutanée du dos du pied là, entre le premier et le deuxième méta. L'image écho qu'on doit rechercher pour le nerf fibulaire profond, c'est celle-ci, où on voit le tibia en bas de l'image. Ici, l'artère tibiale antérieure. Et systématiquement, à côté de l'artère tibiale antérieure, chemine le nerf fibulaire profond. Ce nerf fibulaire profond, si on remonte d'un demi-centimètre au-dessus, il peut être au-dessus de l'artère, la chapeauter. Il peut être carrément de l'autre côté, en latéral. Là, sur cette image, il est en médial de l'artère tibiale. Il ne faut pas hésiter à modifier le positionnement de sa sonde, même si c'est d'un demi-centimètre, pour trouver le bon angle de tir. Et donc là, vous voyez, la position de la sonde, elle est beaucoup plus distale. Elle est sur la partie toute distale du tibia. Et mon point de ponction, il est latéral. Et on va voir arriver mon aiguille. À la gauche de l'image, je passe au-dessus de l'artère tibiale antérieure. Et on distingue très nettement le nerf fibulaire profond. Et on va voir qu'on obtient assez facilement une image très satisfaisante avec une diffusion des anesthésiques locaux tout autour de notre cible. Et encore une fois, au plus proche, on voit des petites membranes se décoller autour et on obtient une diffusion correcte et un bloc qui fonctionne très, très bien. Voilà, là, quand on a fait le nerf tibial et le nerf fibulaire profond, on a fait les deux nerfs les plus importants. Si on utilise ces blocs distaux à visée uniquement analgésique en association avec des blocs plus proximaux, en association avec une rachie ou une anesthésie générale, c'est les deux nerfs qu'il faut considérer. Si maintenant on veut faire une anesthésie loco-régionale pure et faire la chirurgie de l'avant-pied sous ALR seul, il faut endormir les trois autres, le nerf fibulaire superficiel, le nerf sural et le nerf saphène. Le nerf fibulaire superficiel, je commence par celui-ci. Il est responsable de la majorité de l'innervation cutanée du dos du pied. L'image échographique qu'on doit rechercher pour le bloquer, c'est celle-ci, où on voit en bas à droite de l'image le tibia, ici le et on voit la fibula et en regard de la pointe de la fibula vers la superficialité chemine le nerf fibulaire superficiel. Il est ici. La sonde se positionne comme ceci. Donc sur la partie latérale de la jambe. Là encore, à la jonction de tiers un tiers, il faut faire bien attention à suivre ce nerf fibulaire superficiel tout au long de son cheminement pour bien l'identifier. Et il faut faire attention à le piquer assez haut, parce que quand on le suit vers sa distalité, on voit très nettement ce nerf fibulaire sortir du fascia pour aller cheminer dans le tissu sous-cutané qui l'innerve. Et si on le prend trop bas, après sa sortie du fascia, on peut rater des branches de division et avoir un bloc incomplet. Et donc là, vous voyez sur l'image, en regard
de la pointe de la fibula, chemine le nerf fibulaire superficiel et avec des volumes modérés d'anesthésiques locaux, on obtient une diffusion de qualité et un bloc très satisfaisant. Voilà. On le voit là, juste à la pointe de l'aiguille, on le voit très nettement. Ensuite, le nerf sural. Le nerf sural, il est responsable de l'innervation de la partie latérale du pied, de la face dorsale et de la plante du 5e et de la moitié du 4. Et ça remonte jusqu'à quasiment l'arrière-pied, le talon. Il est très facile à identifier lui aussi. Là, on voit sur l'image le tendon d'Achille à droite là, de l'image. Là, la veine surale qui chemine le long du tendon d'Achille et systématiquement, à côté de cette veine surale, chemine le nerf sural. Là encore, comme pour le nerf fibulaire profond qui bascule d'un côté à l'autre de l'artère tibiale antérieure, le nerf sural, en fonction de là où on positionne notre sonde, il peut tantôt être entre la veine et le tendon, tantôt sous la veine ou en latéral de la veine. Il faut l'identifier en modifiant le positionnement de la sonde. Vous voyez là, sur l'image de patient, il a le genou fléchi, de façon à ce que je puisse passer ma sonde à l'arrière de sa jambe. J'ai la main qui tient la sonde à l'intérieur de la jambe et mon point de ponction est latéral. Et vous voyez sur l'image écho à droite que dès qu'on injecte les anesthésiques locaux, on arrive à identifier très, très nettement ce nerf en faisant un peu d'hydrodissection. Et voilà, donc là, on voit le tendon d'Achille. La veine surale, elle est un peu moins visible maintenant que j'ai injecté les anesthésiques locaux. Elle est juste au-dessus du nerf. Et là, j'essaye de disséquer le nerf, de le décoller de la veine. Et on obtient une diffusion satisfaisante là encore. Très facile à identifier, très facile à bloquer. Le dernier, c'est le nerf saphène. Le nerf saphène, il est responsable de l'innervation osseuse de la malléole interne, qui nous intéresse peu dans notre chirurgie, là, mais il est responsable de l'innervation cutanée de la malléole interne et en avant de la malléole interne. Ça peut être simplement quelques centimètres en avant de la malléole, voire aller un petit peu plus loin, quasiment jusqu'à la tête des métas. Il y a des études qui le montrent, je vous la montre après. L'image qu'on doit rechercher pour le nerf saphène, c'est celle-ci. Il faut, là, sur l'image écho qu'on doit obtenir, on a le fascia sous-cutané en jaune ici, en dessous la veine saphène, et là, on distingue, parce qu'on utilise pour les images que je vous montre là, une sonde ultra haute fréquence, on distingue le nerf saphène. Mais ce n'est pas grave si on ne le distingue pas, on ne le distingue pas systématiquement, voire même carrément la plupart du temps, on ne le voit pas. Pour le bloc du nerf saphène, on positionne la sonde juste au-dessus de la malléole, on distingue notre veine et on va faire une infiltration bien menée en s'assurant de passer sous le fascia sous-cutané. C'est ça qui compte, parce que si on fait l'infiltration au-dessus, le bloc ne fonctionne pas. Il faut vraiment s'assurer que l'aiguille passe sous le fascia. Et quand on injecte sous la veine et en postérieur, on a à tous les coups un bloc du nerf saphène qui fonctionne très bien. Et donc, là, vous voyez mon aiguille. Alors, sur cette image qui est très superficielle, hein, vous voyez, on est à moins d'1 centimètre de profondeur. On voit sur l'échelle à droite, on voit le nerf saphène, mais il ne faut pas s'acharner à le visualiser. Surtout si on n'utilise pas les sondes ultra haute fréquence, il faut faire une infiltration bien menée sous le fascia sous-cutané, j'insiste, pour obtenir un bloc qui fonctionne bien. Et donc là, c'est l'étude dont je vous parlais un tout petit peu avant qui montre bien pour les indécis et qui voudraient s'éviter une ponction supplémentaire pour cette anesthésie de l'avant-pied qui parfois concerne une toute petite incision ici, pour le valgus simplex en tout cas. Sur cette étude, on voit bien que le territoire sensitif du nerf saphène, il s'arrête parfois, et dans la majorité des cas, 2 cm en avant de la malléole, mais que chez un bon nombre de patients, il s'étend plus avant, voire
même dépasse la tête des méta. Et donc, pour le coup, pour avoir un bloc chirurgical de qualité et rater aucun patient, il faut absolument bloquer le nerf sphène. Le dernier mot, c'est des blocs qui sont simples, c'est des blocs qui sont faciles à faire, c'est des blocs qui ne font pas mal. Il faut se lancer. Moi, je vous ai mis ce petit lien là et les mots-clés que je tapais pour retrouver la vidéo sur YouTube. C'était mon doudou quand j'ai commencé la chirurgie, quand j'ai commencé l'ALR distale pour la chirurgie de l'avant-pied. C'est une vidéo YouTube qu'ont fait Olivier Ronthès et Sébastien Bloch, qui reprend tous ces blocs du pied et qui moi, m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé et qui, en tout cas, me permettait d'être tranquille. Voilà, il y a cette vidéo-là et puis il y aura bientôt le replay du webinaire qu'on est en train de faire ensemble sur le site IALR, puis sur la chaîne YouTube IALR aussi. Merci à tous. Merci beaucoup Vincent, merci Olivier pour ces deux exposés très didactiques. Je pense que tu peux peut-être enlever ton… Voilà, merci. Voilà, on va retrouver nos deux orateurs qui se retrouvent dans le même bureau. C'est plus simple. Quand on travaille en équipe, c'est vrai, se retrouver comme ça tout à l'heure avec deux ordinateurs, c'était plus compliqué au niveau des larcènes. Bon, alors je vais faire un petit résumé. Il y a pas mal de réactions et de questions. Sur l'aperçu de vos bon, c'est une chirurgie qui concerne beaucoup de patients. On est dans l'ambulatoire, on est sur de la chirurgie qui est douloureuse potentiellement et très variée. Donc, un des éléments fondamentaux, c'est communiquer avec les chirurgiens, parce que certains opérateurs vont vous faire une incision très limitée, puis quelquefois, ils ont besoin d'un deuxième incision, parce qu'ils prennent un transplant dans un autre endroit qui n'est pas couvert par le bloc usuel, donc méfiez-vous de ce genre de choses. Donc, la communication est fondamentale pour le succès de votre pratique. L'échographie, on n'y revient pas, on ne peut pas le faire sans échographie. L'effet centre, beaucoup utilisent encore le bloc sciatique au niveau du genou. Bon, c'est une pratique qui est aussi efficace, mais effectivement qui a un impact, comme vous l'avez signalé, sur la possibilité des blocs du pied qui permettent que les gens se mettent debout, marchent et se rhabillent tout seuls et peuvent repartir. Et c'est en général très très bien vécu. Et tu as bien dit, Vincent, c'est qu'en termes d'evidence-based medicine, les blocs du pied sont recommandés avec un haut niveau de recommandation, un grade 1A, ce qui est rare en anesthésie quand même. On ne peut pas avoir toujours un niveau comme ça dans le papier d'anesthésia que tu as cité tout à l'heure. Alors, il y a des questions, il y a beaucoup de questions sur les adjuvants, parce que vous les avez abordés tous les deux finalement. Ma question très simple, vous, dans votre pratique, vous en faites énormément, vous faites des milliers de pieds par an. Donc, est-ce que vous faites systématiquement un adjuvant? Lequel? Quelle dose dans votre mélange acide local dilué? Alors, les adjuvants, bon, il y a eu une bataille il y a quelques années homérique sur les adjuvants et la dexaméthasone. Il est clairement montré maintenant que la dexaméthasone est aussi efficace intraveineuse que périneurale. Et donc, pour éviter des débats sur l'AMM, des choses comme ça, comme c'est aussi efficace en intraveineux, il n'y a aucune raison de le faire par une voie différente. Comme je vous ai montré sur la publication, pour avoir une prolongation suffisante, enfin, cliniquement intéressante, il faut aller sur 10 mg intraveineux. Hein. Voilà, donc ça doit se faire sur un mini-flac, une petite perfusion, sinon il y a des effets secondaires avec des démangeaisons périnéales qui ne sont pas très agréables pour le patient. Voilà, nous on le fait. La dose que vous faites, c'est 10 mg. Hein. Ok, Ça a été montré là, je l'ai montré la publication. En dessous de 10 mg, on augmente la durée d'action, mais pas suffisamment, pas cliniquement de façon pertinente. Très bien, donc plus de là-dessus. Il y avait une question aussi comme agoniste potentiel, c'était les alpha-2 agonistes. Dans votre pratique, c'est quelque chose que vous utilisez ou pas? Non. Les alpha-2 agonistes ont montré qu'ils prolongeaient la durée d'action des anesthésiques locaux, mais pas suffisamment pour passer le cap des 24 premières heures. Voilà, donc ils ont un intérêt relativement modéré et en plus, ils augmentent plus la durée d'action des anesthésiques locaux de courte durée. Donc non, pas d'intérêt. Je crois qu'il y a des papiers sur la dexmédetomidine, un peu plus que la clonidine.
avec un effet un petit peu, voilà. Mais est-ce que l'AMM est très limité pour la dexméthodoméline, Oui. encore moins pour la LR périnerveuse, donc on va clore le dossier pour ce soir à ce niveau-là. J'ai vu, Vincent, que tu as fait sur ton abord pour le nerf fibulaire profond. Tu l'avais, il était latéral et tu as fait un abord, non, il était Ouais. médian, tu l'as fait un abord latéral. C'est que tu fais ça tout le temps ou c'est plus simple ou voilà? Non, je fais pas ça tout le temps. C'est aussi simple d'un côté que de l'autre. D'accord. Il faut, pour pas faire mal, il faut faire attention à éviter les structures tendineuses et pas avoir notre aiguille trop près du périoste. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le bon angle de tir. Là, je le fais comme ça sur cette vidéo parce que j'enchaîne mon nerf fibulaire superficiel avec mon nerf fibulaire profond et que j'ai l'aiguille dans la même main. Alors, si jamais il y a eu un stripping de la saphène et que je veux vraiment avoir un bloc saphène, Eh ben, déjà, on visualise très bien ce fascia sous-cutané quand on positionne la sonde au-dessus de la malléole interne. On peut voir la cicatrice de la saphène après les strippings. Il faut la rechercher, c'est très, très souvent visualisable. L'important, c'est de réussir à injecter en dessous du fascia sous-cutané. Le stripping de la saphène, ça, effectivement, de temps en temps, on n'a plus l'image facile à récupérer, mais on peut visualiser la cicatrice. Et l'important, c'est d'injecter sous le fascia. Tu rappelles l'aiguille que tu utilisais? C'était une aiguille de gauche, la taille et tout ça pour la gauche, la taille 22 gauche. 22. Ouais. 22 gauche, parce que c'est important en termes de diffraction cutanée, de sensibilité. Est-ce que vous avez besoin dans votre pratique de faire une sédation des patients pour réaliser le bloc? Non. On ne la fait pas de manière systématique, loin de là. Encore une fois, si on fait vraiment bien attention à éviter les structures tendineuses et à rester le plus loin possible du périoste, parce que c'est ça qui fait mal, les ponctions sont très bien tolérées. Après, il y a des patients qui ont besoin de sédation, quel que soit le geste qu'on va faire. On ne se prive pas de faire une sédation si on en a besoin, mais elle n'est pas systématique. D'accord. Voilà. Parce qu'effectivement, est-ce que vous avez peut-être déjà eu ce genre de choses, un patient qui a eu un bloc sciatique conventionnel au genou par voie latérale, par exemple, versus un bloc du pied, on peut se considérer que quelquefois une seule ponction, ça peut être plus judicieux que de faire 5 ponctions. Maintenant, dans votre pratique, les 5 ponctions, ou 4, parce qu'il ne faut pas forcément 4 ou 5, finalement, ce n'est pas rébarbatif. Même quelqu'un qui a déjà eu une ponction vivra bien les multiponctions. Ah ouais. Alors, la chirurgie du pied, elle est souvent bilatérale. Donc, ce sont des gens qui reviennent 15 jours plus tard pour le deuxième pied. On n'a pas eu de refus d'obstacle pour le deuxième pied. Hein. Jamais. Très bien. C'est souvent une crainte qu'ont les médecins quand ils commencent les blocs du pied. Ces multiponctions, en fait, ça a tendance un peu à les stresser. Donc, dans tous les congrès, on nous parle de la douleur de ces blocs à la cheville. Je pense qu'il y a aussi une part d'anxiété du médecin qui débute, où il y a 5 blocs à appréhender, à réaliser, que donc, voilà, ça stresse un petit peu tout le monde. Ce que vous a dit Vincent, je pense que c'est quelque chose de très important pour ceux qui veulent débuter. Commencez par faire juste un bloc à la cheville analgésique en faisant juste un fibulaire profond et un tibial. Et vous verrez que 2 ponctions, vous poserez moins de questions pour savoir si c'est douloureux ou pas. Voilà. Il faut effectivement éviter les tendons, éviter le périoste. Et quand vous verrez que très facilement vous faites 2 ponctions, et bien après vous allez passer à 4 et 5 et puis vous ferez les blocs à la cheville. Effectivement, parce que dans la pratique, moi, pour revenir sur un patient, il y a des incisions osseuses, mais il y a aussi musculo-ligamentaires, parce que les Charcot-Marie tous, par exemple, qui ont des avant-pieds un peu très complexes, ils sont multi-opérés. Nous, en pratique, effectivement, les blocs du pied, ils nous les demandent maintenant. Ils nous les demandent plus que même qu'un bloc sciatique au genou, parce qu'ils ont compris le bénéfice, et les ponctionner ne fait pas forcément plus mal, alors qu'ils ont une véritable neuropathie préalable. Pour revenir sur si jamais, parce que c'est intéressant ce que tu viens de dire sur l'apprentissage, certains font des rachis par exemple, et je pourrais se dire, tiens, je fais une rachis,
de courte durée, et je vais faire un bloc analgésique, ça me permettra voilà, de voir des choses. Est-ce que faire un bloc sous échographie avec une jambe qui est endormie vous pose conceptuellement un problème ou pas? Non, 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 non. Je crois que la qualité de l'image maintenant, le fait que ce soit extrêmement superficiel, on visualise toutes les structures, ce n'est pas un problème de faire un bloc du pied sur un membre qui est déjà endormi. Pour moi, on visualise très bien les nerfs. L'injection, il n'y a pas de contre-indication formelle à mon sens. Pour ajouter, c'est une question qui avait été évoquée, hein, donc c'est pour ça que je l'ai communiqué. Pour rebondir là-dessus, de toute manière, actuellement, si vous faites un bloc sous échographie, il peut être réalisé sous anesthésie générale dans différents sites et même sous rachis-anesthésie, dès lors que vous avez respecté l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire l'identification, le suivi, l'injection, l'absence de gonflement. Voilà, parce que injecter dans un nerf, quelquefois, ça fait même pas du tout mal. D'accord. Donc, l'alarme douleur n'est pas forcément fréquente. Donc, en fait, il y a des critères qui sont décrits dans les recommandations formalisées d'experts qui sont disponibles sur le site et ailleurs. Et vous avez, voilà, donc ce n'est pas un obstacle. Et donc, l'apprentissage peut passer aussi par là quelquefois, en sachant que si vous avez fait une arachie, peut-être vous serez d'accord avec moi de ne pas bloquer 5 fois. On peut bloquer finalement que le tibial et c'est tout. Et le fibulaire profond. Les fibulaires, oui, les fibulaires profonds, puis on s'arrête là. Donc, ça ne fait plus que 2 ponctions, voilà, dans le cas de l'analgésie. D'accord. Une question sur votre expérience. Bon, tu l'as dit, Olivier, vous faites finalement moins de cathéter, plus du single shot avec, on a parlé de l'adduction tout à l'heure. Si jamais le positionnement du cathéter est positionné on le met plutôt, bien évidemment, sur le nerf tibial, j'imagine. Alors, je vais me mouiller là. Vas-y, Olivier. Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre un cathéter au niveau des blocs de cheville. Parce que quand on regarde quand même l'innervation du pied, eh ben, le pied, l'os, ce qui fait mal, est innervé de façon équivalente par le tibial et le fibulaire profond. Donc, je ne comprends pas bien le concept de cathéter au niveau de la cheville pour avoir une analgésie qui sera partielle. Je pense que si on veut un cathéter qui soit totalement efficace, il faut le mettre au niveau poplité. Et là, on aura une analgésie qui sera parfaite pour le patient. Alors, au prix effectivement d'un bloc moteur, mais une analgésie qui sera partielle. Mettre un cathéter et en ayant une demi-analgésie, en tout cas, c'est mon point de vue. Hein, voilà. Mais je ne vois pas bien l'intérêt. Tu as une idée un petit peu de la courbe d'apprentissage que vous avez sur la pratique de ces blocs? Franchement. 10-15 blocs, et c'est bon. C'est ce que j'avais comme info, entre 20 et 30 maximum pour les. Alors après, il y a des gens qui ont des pieds et des chevilles qui sont différentes, un peu moins sympathiques que les images qu'on a vues tout à l'heure, qui sont des images remarquables. Mais l'avantage, c'est que les appareils d'écho actuellement, et on l'a vu avec l'appareil que tu utilises de Sonosite, on avait une qualité de visualisation, d'identification en résolution haute fréquence qui sont remarquables. Beaucoup de chirurgiens les utilisent d'ailleurs aussi pour leur pratique d'ailleurs dans différentes chirurgies. On va bientôt clore parce qu'on a bien avancé déjà sur les questions. Une infiltration transméta, par exemple, faite par le chirurgien, est-ce que c'est finalement, je parle à viser pour le relais analgésique post-opératoire, l'effet de la levée du bloc, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou est-ce que le bloc vous suffit en général? Nous, on ne le fait jamais. Le bloc nous suffit. Ce n'est pas, par contre, interdit dans la littérature. Sur le papier que je vous ai présenté plus haut, ils disent très clairement qu'en première intention, c'est les blocs à la cheville pour la chirurgie de l'hallux valgus, hein, j'entends. Et si on doit faire autre chose, l'infiltration chirurgicale est sûrement la deuxième option la plus satisfaisante pour l'analgésie. Voilà. Évidemment, ça implique que ce soit associé à une autre technique d'anesthésie. L'anesthésie générale, marche.
En plus, ce qui est bien en ALR, c'est que ça bouge tout le temps. Le membre supérieur est en train de beaucoup bouger avec les techniques d'infiltration voilà, donc, qui ont été faites à l'aveugle par les chirurgiens et puis qui maintenant sont reprises par les anesthésistes sous contrôle échographique. Et il n'est pas interdit de penser que ça va se développer au niveau du pied. Alors, c'est effectivement dans des endroits où ça commence à intervenir. Ouais, mais plus, de mon point de vue, sous contrôle échographique par un médecin anesthésiste plutôt qu'à l'aveugle par le chirurgien, de mon point de vue. Mais voilà, effectivement. J'ai un biais d'analyse. C'est évident, ça c'est sûr que l'écho est nécessaire. En distalité, certains proposent, on est dans l'ultra précision, c'est des blocs nerfs plantaires pour épargner la partie du talon en fait. Bon, est-ce que c'est plus intéressant que de bloquer le tibial, faire le plantaire? C'est déjà un peu plus difficile, un peu plus délicat et un peu plus gênant. Alors moi, j'en ai eu fait quelques-uns. Alors là aussi, il faut une sonde de très haute fréquence. Là où je m'étais arrêté, alors là, pour le coup, c'était la ponction au niveau de la plante du pied était quand même assez désagréable pour les patients et nécessitait une sédation, une vraie sédation pour pouvoir réaliser. Donc, je m'étais un petit peu arrêté. Mais avec ces sondes de haute fréquence, on voit très, très bien. Effectivement, le fait de préserver la proprioception au niveau du talon est quelque chose d'intéressant. Donc, c'est peut-être des voies dans lesquelles il va falloir aller pour aller encore plus en distalité. Parfait. C'est intéressant. Et le garrot, vous les gonflez, ils sont positionnés, évidemment, une fois que le bloc est fait, bien sûr, c'est la question, mais vous les mettez à combien à peu près? 250. Okay. C'est juste au-dessus de la cheville. Alors, le garrot. Il y a quelques patients qui ont des gros œdèmes qui peuvent ne pas bien le supporter, mais globalement, c'est assez bien supporté. Et moi, je vous invite, moi, je l'ai fait sur moi. Je me suis fait mettre un garrot pneumatique par une infirmière, juste au-dessus des malléoles. Voilà. Et une petite demi-heure de garrot pneumatique est largement supportable. En pratique, c'est tout à fait ce qui est proposé. Voilà. Et pour terminer, il y avait une question sur, je ne sais pas si tu l'as dit, j'ai peut-être pas bien entendu, les volumes que tu utilises comme anesthésique locale sur chaque. J'ai pas dit. 5 ml par nerf, ça suffit. Ok. Ça suffit à obtenir une diffusion de qualité, une image satisfaisante avec un nerf qui est bien entouré par les anesthésiques locaux. Il ne faut pas, on est quand même très très loin avec ces anesthésiques locaux ultradilués des doses toxiques. On a de la marge et il ne faut pas aller trop dans les petits volumes parce que le volume est important pour la durée de l'analgésie et donc il ne faut pas non plus essayer de rechercher toujours à diminuer les volumes. On est sur le bloc nerveux, il faut bien rappeler quand même qu'il faut un contact entre l'anesthésique locale et sur la surface d'exposition au nerf. On restera toujours dans cet élément-là de fondamental. Qu'on diminue la concentration, c'est ce que vous faites. C'est un élément fondamental et qu'on arrive à des éléments de la mémoire de l'eau, mais il faut quand même garder un volume, comme tu l'as dit. C'est pour ça que je voulais poser la question, parce que c'était, voilà, on est un petit peu des idées simples pour l'apprentissage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, chez l'enfant, c'est évident qu'il y avait une question chez l'enfant, mais pourquoi ne pas le proposer ça chez l'enfant? De toute manière, c'est évident. Et là aussi, on le fera bien évidemment sous anesthésie générale. C'est encore plus simple que chez l'adulte. Et donc, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que je vais vous remercier tous les deux de ces deux topos très riches, très larges et complémentaires. On voit d'une équipe vraiment rompue à ce genre de pratique. Je remercie aussi Nivivox pour bien évidemment le travail qu'ils font avec nous sur les relais des webinaires avec IALR. Sonosite pour nous avoir aidé aussi pour le sponsoring et la qualité des images que l'on a pu obtenir. Merci encore à vous deux. Donc, pour terminer, j'aurais vu faire un petit résumé. Donc, faites des blocs de plus en plus distaux, bien évidemment, sous échographie, en gardant toujours les garde-fous qui sont des éléments fondamentaux d'anesthésie locale conventionnelle. Utilisez les adjuvants, pourquoi pas en périnerveux, mais en tout cas, la voie intraveineuse est efficace et manifestement, la dexaméthasone est tout à fait adaptée. Des garrots positionnés, effectivement, qui sont relativement bien tolérés si la chirurgie le permet.
Après, la sédation, c'est à vous de jouer, c'est à nous de jouer selon l'état du patient. Déplacer et faire mobiliser les patients, et c'est l'intérêt de ces blocs par rapport à un bloc plus proximal. Pour tout ce qui est cathéter, c'est une discussion peut-être avec les chirurgiens et avec l'indication chirurgicale. On a quelquefois des patients qui viennent pour de multiples opérations et quelquefois avec des chirurgies complexes sur des hexadactylies ou des choses. Voilà, ça devient un peu plus de la. Là, pourquoi pas poser des cathéters en tibial, voilà, mais ça, c'est de la discussion vraiment patient par patient. Les aiguilles sont tout à fait adaptées et finalement la ponction semble, et dans ma pratique aussi, être assez bien tolérée. Donc merci à vous deux. Vous aurez accès tous à ce webinaire en fait en replay dans 24-48 heures maximum. Vous en recevrez tous bien évidemment le lien par mail, et il sera disponible aussi sur la chaîne YouTube d'IALR et sur le lien qu'on mettra sur le site IALR. Donc je vous remercie tous les deux, je remercie Invibox et le laboratoire Sonosite, et je vous dis à très bientôt pour le 9e webinaire IALR. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir.